couleurs, c'est le rendez-vous de la découverte, de surprises, de témoignages, de parcours aussi divers les uns que les autres. C'est une invitation pour pallier au manque d'exposition de passionnantes plumes en tout genre. Aujourd'hui, dans l'ère de toutes les couleurs, on ouvre un espace où les voix portent loin. Pierre Anglade, merci d'être avec nous. On va traverser ensemble les chemins de l'écriture, de la mémoire, des langues et des frontières. Pour commencer, qui tu es, Pierre ? Eh ben, je ne ferai pas le mauvais jeu de mots de dire je suis Pierre et sur cette pierre on bâtirait une église. Mais tu le fais quand même. Je le fais quand même. Ben oui, c'est une figure de style, c'est une prétérition. Oui. Oui, ben je suis... Tu es né à Port-Rapiment. Je suis haïtien, Oui. J'ai 75 ans, j'ai fait mes études primaires dans la ville des Cayes, qui est la troisième ville d'Haïti, la troisième ou la quatrième, parce que les Cayes et Gonaïves se disputent la troisième place. Oui. C'est un peu une histoire comme entre Marseille et Lyon. Et donc, après mes études primaires, je suis allé 3 ans au séminaire de la ville de Campérin, qui se trouve autour des Cayes, où je suis resté 3 ans. Après cela, mes parents m'ont envoyé à Port-au-Prince, où j'ai fait toutes mes études secondaires. Chez Roger Anglade, puis 3 années d'école normale Comment supérieure. ça, chez Roger Anglade, c'est-à-dire qu'il y avait une école qui porte le nom de ta famille ? Voilà. Ah oui. Une école privée. D'accord. À l'époque, qui était très importante, qui a un petit peu décliné ces jours-ci, mais bon. Et à la suite de quoi, j'ai eu une bourse du gouvernement français, parce qu'à cette époque-là, dans le cadre de la coopération entre Haïti et la France octroyait des bourses aux lauréats de promotion des étudiants, toutes disciplines confondues, D'accord. pour aller poursuivre leurs études en France. Et donc c'est comme ça. Donc j'ai quitté Port-au-Prince pour Besançon. Ah oui, là où tu es installé maintenant ? Oui, depuis 1974. Ok, d'accord. Tu n'as pas bougé ? Ah si, j'ai beaucoup bougé. Mais tu as gardé cette racine comme je dis ironiquement, mon alma mater français. Si D'accord, oui. Mais alors tu continues à aller en Haïti ? Depuis 2016, non. Non, d'accord. Mais toute ta vie, tu as continué à aller... Et comment tu as pu, ce parcours entre Haïti et l'Europe, comment ça a pu influencer ton regard à toi, ton regard d'écrivain ? Écoute, mon regard d'écrivain, la source, c'est surtout Haïti et l'Afrique. Oui. C'est pas du tout... bien sûr, je suis à Besançon depuis 1974, mais ce que j'écris... n'a aucun lien direct avec ma vie en France. D'accord, oui. C'est toujours des histoires en rapport soit avec le Bénin, soit avec la Mauritanie, soit avec l'Algérie. Et pourquoi justement c'est le choix de ces pays ? Parce que le Bénin et Haïti, c'est une histoire viscérale. Patrimoine. Voilà. Et donc j'ai vécu 6 ans au Bénin et la proximité entre le vaudou béninois et le vaudou haïtien, la culture béninoise et la culture haïtienne, ça m'a tout de suite botté, comme on dit familièrement. Et après, maintenant, pourquoi l'Algérie ? Parce que j'ai toujours trouvé qu'il y a une sorte de similitude entre l'histoire d'Haïti et l'histoire d'Algérie. Ce sont 2 anciennes colonies qui ont vaincu de la colonisation française. En fait, dans le cas de l'Algérie, on peut discuter sur cette fameuse victoire, mais dans le cas d'Haïti, c'est net. C'est la première, on connaît première le République slogan, noire, bien sûr. On connaît le slogan, etc. On n'en parle pas assez. Ça a été la première défaite de Napoléon Bonaparte. Et maintenant, pourquoi le Niger si j'ai vécu aussi au Niger, mais pourquoi la Mauritanie ? C'est parce que la Mauritanie, jusqu'à
pas très longtemps, avait ceci de particulier, que c'était l'unique pays où l'esclavage n'était pas encore aboli. Oui. Ça a été aboli en 1982. Et là aussi, j'ai vécu 4 ans en Mauritanie et je me suis un petit peu inspiré de ce vécu pour écrire mon histoire, enfin, un peu. Oui, parce que L'histoire finalement, romancée. lorsque tu y as vécu, il y avait l'esclavage encore. Officiellement, C'était avant 82. officiellement, je crois que l'abolition date de 1982, Oui. mais dans les habitudes, Ça avait dans changé les déjà. coutumes, les gens, les anciens, les haratines, ce qui veut dire les esclaves qui ont été soi-disant libérés de leur maître, Oui. mais qui restaient toujours attachés à la famille des maîtres, et ils étaient plus entre guillemets esclaves, mais ils avaient toujours des réflexes d'esclaves vis-à-vis de la classe dominante, Oui. qui est la classe des morts blancs. Oui. Ce qui n'était pas le cas de la communauté négro-africaine. Je ne sais pas si tu vois la proximité entre le Sénégal Et et la la Mauritanie, Mauritanie, oui. séparés par le fleuve Sénégal. Oui. Il y a aussi un fort pourcentage de la population mauritanienne qui est d'origine négro-africaine. Africaine. Des Soninké, des Malinké. Alors on peut comprendre par rapport au parcours que tu nous livres, hein, on peut comprendre pourquoi tu écris sur toutes ces histoires-là, mais maintenant ce que j'aimerais savoir c'est comment tu en es venu à la littérature, à écrire. Depuis tout petit, Depuis toujours. j'ai eu une propension à écrire. D'accord. À écrire des poésies et tout ça, de la chanson, des choses comme ça qui n'ont jamais été publiées. Oui, d'accord. Et si tu veux, ce qui m'a déterminé à pour la première fois penser à faire imprimer toutes les notes que j'avais prises, par exemple, sur l'étymologie de certains mots des créoles, je dis bien des créoles américains, ce qui veut dire des Amériques, pas des créoles de l'océan Indien et des mascareignes, etc. Oui. Des créoles des Caraïbes et des États-Unis, de la Louisiane, etc. C'est, comment dire, c'est lorsque j'ai foulé le sol béninois. D'accord. Bon, bien sûr, quand je suis allé au Bénin, j'avais 38 ans, donc Oui, oui. je venais de passer 10 ans en Algérie, où là aussi, Mais quand même 10 ans en Algérie, hein, Oui. dans le cadre de ton travail. de mon travail Oui. comme professeur de français dans un lycée, dans le cadre de la coopération franco-algérienne. Ça aussi, c'est le désir de voyager qui t'a fait choisir cette façon de travailler. Tu aurais pu être professeur de français juste à Guadeloupe ou Martinique ou la Guyane ou Haïti, tout simplement. J'ai enseigné 3 ans en Haïti, Oui. mais bon, c'était pas dans le cadre de ma formation à l'école normale supérieure. Bon. Oui, Non, mais quand je parle Guadeloupe, Martinique, c'est parce que je me disais, ben, Par si tu rapport veux au sortir, créole. oui, voilà, tu veux sortir d'Haïti. Et arrivé au Bénin, j'ai eu la confirmation qu'effectivement le lien était très fort. Tu avais ce désir, hein. Oui, en mais toi. bien avant. Enfin, il était dans ma tête. Quand j'étais en Algérie et que j'allais dans le désert, je rencontrais les Touaregs noirs qui étaient aussi des esclaves, Bien sûr. etc. Des anciens esclaves. Et je captais ici et là des termes qui m'interpellaient. Oui, Et arrivé, donc je suis resté 10 ans en Algérie de 1978 à 1988. Après, j'ai demandé, j'étais obligé de quitter l'Algérie d'ailleurs au bout de 10 ans, donc j'ai fait des demandes toujours auprès du ministère c'était pas encore, c'était au ministère de la coopération qui a jumelé avec le ministère des Affaires étrangères par la suite. Et ils m'ont proposé le Bénin. D'accord. Et donc je suis allé au Bénin. D'accord. Et d'ailleurs, avec le Bénin, j'ai été béni. C'est anecdotique.
Donc quand j'ai postulé pour quitter l'Algérie, j'avais demandé sur la liste des postes proposés par le ministère, il y avait le Bénin. Ça m'avait toujours attiré. Et donc j'ai postulé pour le Bénin. Oui. Mais je me suis dit, peut-être que je ne l'aurai pas. Bon, mais c'est pas grave. À ce moment-là, Et tu l'as eu. je me rabatte. Mais il y a une histoire aussi très, très pertinente. Ouais. Je me rabattrai sur un autre pays. Donc, très bien. En général, on a les réponses pour un nouveau poste vers mai, voire juin. Et dès le mois de février, j'ai eu une réponse du ministère de la Coopération en disant « Monsieur Anglade, vous irez au Bénin. Oui. Le Bénin vous a accepté. » D'accord. Alors les autres coopérants comme moi qui attendaient, Oui. Pierre, t'es pistonné. Mais écoutez, Je suis pistonné par ma belle étoile. c'est un peu ça. Oui. Ça. Donc très bien, je pars au Bénin, j'arrive au Bénin. Pas ses ancêtres. Oui. C'est ça, c'est pour ça que je dis belle étoile. Et donc, j'arrive au Bénin, accueilli par comme tous les autres coopérants, par le conseiller culturel de l'ambassade de France, Oui. qui nous a reçus, etc. Puis après, qui m'appelle dans son bureau. Il me dit, Monsieur Anglade, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, vous êtes là. C'est grâce à Concepcia Wensu. Okay. Alors, je dis, Concepcia. Je dis, mais c'est une haïtienne d'abord. D'accord. C'est la doyenne Oui. de l'université du Bénin. Ok. D'accord. Et pour choisir les coopérants, c'est le conseiller culturel Oui. avec le doyen de l'université béninoise qui vient à Paris pour voir les dossiers D'accord. Oui. et choisir les futurs coopérants, on va dire. Donc quand elle a vu ça, nous étions deux à avoir à peu près le même profil, doctorat, etc. Et elle a dit à rond 2, Oui. Arthur, tu sais, celui-là, Oui. tu fais ce que tu veux, je le veux. Il faut que ce Oui, soit mais, lui. Voilà. et en plus de ça, il me semble que le nom Anglade a une histoire en Haïti ou pas? En Haïti et dans l'ouest de la France, Ouais, du côté de voilà. Bordeaux. Oui. Oui, oui. Mais Ok. c'est pas pour le nom. C'était pour toi. Non, c'était uniquement le profil. Oui, c'est ça, oui, le profil. Elle est haïtienne, Bien naturalisée sûr. béninoise. À un certain moment, elle était le troisième personnage de l'État béninois. Elle avait D'accord. l'importance comme Ok. c'est. Et tu arrives là-bas et tu t'adaptes Ah comment? oui, sans aucun problème. Facilement. Ah oui, Ouais. non, mais Ouais. ça sautait aux yeux. Tu as déjà fait ton test ADN? Non. D'accord. Non, parce que comme il y a beaucoup de monde qui font le test ADN et qui non, découvrent pas encore. justement qu'ils ont du sang. Mais je me demande si une fois. Ma soeur, C'est Didi qui l'a fait. Ah, d'accord. Et voilà, ils ont pas mal. Oui, Beaucoup de oui, gens se découvrent béninois. Ah. Et, et en plus, tu évoquais le nom de famille Anglade, Oui. effectivement, qui est originaire du sud de la France, du côté de Bordeaux par là. Oui. Et ce nom Anglade n'existe pas qu'en Haïti, il existe en Martinique, Bien sûr, en oui, Guadeloupe, oui, oui, en Guyane, oui, oui. sous plusieurs variantes. Anglade, l'Anglade, Oui, oui, d'Anglade. oui, oui. D'accord. Et toi, donc, en tant qu'auteur issu de la diaspora haïtienne, et quel est le rôle accordé à la littérature dans la transmission d'identité, d'après toi, pour ton... Eh bien, à part Ouais. les 3 œuvres de fiction que j'ai écrites, dont la thématique tourne autour, comme je le disais, ça se déroule soit en Haïti, soit au Bénin, soit en Algérie, et soit en Mauritanie. Oui. Ce sont les recherches, on va dire, plus cadrées que j'ai eu à faire, qui ont abouti à la publication de 2 livres. Oui. Dans le premier, le titre est assez évocateur, c'est Inventaire étymologique des termes créoles des Caraïbes d'origine africaine. Oui, ça c'est le titre. Hein. C'est le oui. Et oui, d'accord. J'ai compilé pendant 10 années Oui. les étymons se rapprochant le plus de certains mots de nos créoles, D'accord. dont on dit souvent ils sont d'origine africaine. Mais non, l'Afrique, c'est pas un seul pays, l'Afrique, c'est une multitude de pays de cultures. Et donc le Bénin m'a ouvert à cette multiplicité-là D'accord. de provenance. Et donc au bout de 10 ans, j'ai publié
ce premier livre. Oui. Mais avant, j'avais encore. Mais tu avais déjà fait toutes tes recherches. J'avais déjà fait, depuis 10 ans, enfin, bien antérieur. Comment il a été perçu par rapport au public quand tu l'as présenté? J'ai de bonnes retombées. J'ai eu pas mal de courriers de personnes, c'était absolument marrant, de personnes, de locuteurs, de créolophones, de Martinique, de Guadeloupe, de Louisiane, de Guyane, de toute la diaspora, cette partie de la diaspora. Oui. Et non seulement qui me félicitait d'être arrivé à identifier l'origine de certains étymons dans les langues africaines, mais en même temps qui se sont aperçus que dans le livre, il y avait des manques. Et donc, du coup... Bien sûr, ça peut être normal, oui. Bien sûr. Ouais. Du coup, il y a certains qui me tarabiscotaient gentiment en me disant « Ah ben, il y a tel mot dans ma région, dans ma langue, on ne connaît pas le sens du c'est pas comme ça mot. que ça se dit, d'accord. Et dans votre livre, je ne l'ai pas trouvé. » Alors j'ai dit « Ben oui. » C'est un début de piste. C'est un début de piste. Personne n'a la science infuse par rapport à ça, et notamment qu'on découvre des mots créoles, mais tous les jours. Voilà. Et donc ça a été comme ça. Et j'ai même eu aussi parfois des sollicitations venant de Seychelles, Maurice, Réunion, où là je donne ma langue au chat. Je veux dire, les mots ne se ressemblent pas forcément. Alors, je ne peux pas dire que je les ai éconduits, mais je fais comprendre que non. Là, on en est à combien d'ouvrages de ton œuvre? 5. Deux ouvrages, l'inventaire étymologie et puis sur les proverbes. Oui, ça c'est le dernier. Ça c'est le dernier. D'accord. Qui est édité par une maison américaine. Oui, par une association. D'accord. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que une de leurs sœurs, une de mes nièces... oui, puisque nous sommes avec ta famille, voilà, nous, là. Une de mes nièces est, comment je pourrais dire ça, pas à la tête, mais... oui, d'accord, elle est collaboratrice de cette association. Elle collabore avec fougue et passion. Oui. Alors ça veut dire que ton ouvrage est lu là-bas aussi, aux États-Unis? Je pense, par la communauté haïtienne. Oui, parce qu'il y a quand même une belle communauté haïtienne aux États-Unis. Oui, tout à fait. Ouais. Elle est basée où, l'association en Floride ou dans le Connecticut et à Miami. Ah oui, d'accord, oui, Miami. Une belle communauté haïtienne à Miami. Oui, il y a le Little Haïti, non? C'est ça, à Miami. D'accord. Et alors, dans toute cette littérature, pour toi, quel rôle joue le dialogue entre Haïti et sa diaspora? Eh bien, à mon avis... En plus, nous sommes chez Diaspora. Oui. C'est une question très difficile. Parce que, de mon point de vue, pour tout Haïtien, instinctivement, compte tenu de sa culture, de son histoire, pour moi, instinctivement, tout Haïtien devait chercher à retrouver le fil de leur ascendance. D'accord. Elle n'est pas difficile parce que tu y réponds assez facilement. Oui. Pour toi, tu donnes ta réponse. Voilà. Ah oui, non, mais pour moi, dans ma culture, dans mon éducation, dans les études que j'ai faites, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai commencé l'université en Haïti, à l'école normale supérieure. Et pour moi, c'est évident. Mais je me suis aperçu que ce n'est pas si évident que ça. Ce rôle entre Haïti et la diaspora. J'ai un exemple. Pour toi, c'est évident, mais pour d'autres personnes, ça peut ne pas l'être. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, pour d'autres personnes, et bon, ça ne me gêne pas du tout. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé l'autre jour. Je suis venu au mois d'octobre aux funérailles d'un ami qui est français, comme on dit, de souche, et qui a épousé une Haïtienne. Et donc, ils ont reçu de la famille du côté d'Haïti qui sont venus. Et dont certains que je ne connaissais pas quand j'étais en Haïti. Et donc,
les présentations ont été faites. Et moi, comme je vis à Besançon depuis 1974 et que je sais, même depuis Haïti, dans mon enfance, dans mon adolescence, que Toussaint Louverture a été déporté et est mort en cachot au Fort de Joux, pour moi, c'est une évidence. Quand, je ne pouvais pas supposer qu'il y ait des Haïtiens qui ignorent cela. Ah oui. Alors j'ai été scotché. Certains d'entre eux disent Toussaint Louverture. Je dis attends, comment ça? Oui, les personnes cherchaient des écoles. Ben oui, tu sais, nous sommes haïtiens, mais nous n'avons pas fait nos études en Haïti, on a fait nos études aux États-Unis, au Canada. Ils connaissent pas trop. D'accord. Voilà, ils connaissent pas cet aspect. Donc finalement, tu vas répondre à ma question. Est-ce que tu vois ton œuvre comme un acte de mémoire collective? Non seulement pour toi, mais pour une communauté plus large. Ce que tu dis là répond vraiment à ce que j'avais pensé. Même le livre sur les proverbes, ça s'appelle Proverbes d'Haïti, virgule, Proverbes d'ailleurs. Dans le d'ailleurs, il y a le monde entier. C'est le lionnage. Voilà. Et donc, pour moi, on devrait... alors, bien sûr, la diaspora qui est... parce qu'il y a quand même des Haïtiens. Par exemple, moi, j'ai épousé une Française... de souche. Est-ce que tu es sûr qu'elle est de souche? C'est une bonne question. mais je pense, vu... Elle est du terroir franc-comtois. Oui, mais même en étant du terroir franc-comtois. Est-ce qu'elle a déjà fait... Son arbre généalogique, c'est à partir de moi... Ça peut être très intéressant des fois. On a des surprises. C'est à partir de moi que je l'ai incité à le faire. D'accord. Donc pour répondre à ce fameux lien... Et d'ailleurs, quand je rencontre des Africains, je trouve que les Africains n'ont pas le même accueil vis-à-vis des Guadeloupéens, des Guyanais et des Martiniquais que vis-à-vis des Haïtiens. Ils ont toujours considéré, et peut-être avec raison dans un certain sens, à cause de l'histoire, qu'ils ont une fibre particulière avec Haïti. Avec Haïti. Mais je pense que de la même manière, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, quand ils sont en relation avec l'Haïtien, ils ont un autre... Haïti, pour nous, c'est... moi qui suis martiniquaise, pour nous, c'est... comment ça s'appelle c'est pratiquement la mère patrie qu'on doit défendre, quoi, à tout prix, absolument. Oui, je sais. Ouais, c'est ça. Je sais ça. On va dire... C'est tout ce qu'on dit là. Parce qu'il y a Toussaint Louverture aussi, l'image de Toussaint Louverture, mais il y a aussi l'image du fait de la première République noire en Caraïbes. Bien sûr. Voilà. Mais je sais que malgré tout ça, alors ce lien viscéral des racines, etc. J'emploie un terme qui va faire peut-être bondir les puristes. Ce lien, les personnes qui ont conscience et conscience de ça, ce sont les lettrés. Ce sont les lettrés. Certains Haïtiens, dans certaines situations, les Haïtiens se font chasser de la Martinique, de la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Les gens leur crachent au visage. Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, bien sûr. Ce qui n'était pas avant, mais qui est de plus en plus. Heureusement, on parle de Martinique, heureusement que Aimé Césaire est passé par là. Bien sûr. Cette prise de conscience. Encore une fois, un lettré. Oui. Qui a fait, qui a découvert Haïti, qui a fait pas mal de conférences en Haïti, etc. Toi, tu es enseignant, mais tu es aussi critique littéraire. Oui, forcément. Enfin, vous allez dire forcément. Vu les postes que j'ai eu à occuper comme formateur de professeur de français. Et c'est vrai que dans le cadre pur de mon travail, j'ai animé, j'ai coécrit des 2 ouvrages avec des collègues. C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander comment ton regard donc académique influence ton écriture littéraire. Parce que tu es critique littéraire. Oui, parce que... Oui. Tu as un regard académique quand même. Et comment ça influence ton écriture? Disons, c'est... Comment dire?
l'écriture, surtout l'écriture de fiction, Oui. c'est un peu une mise en pratique, entre guillemets, de ce regard du critique littéraire sur la façon d'écrire. Je prends un exemple. Je prends l'écrivain congolais qui s'appelle Henri Lopez, qui est décédé maintenant, Oui. qui a écrit Le pleurer rire, qui a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit encore, Le pleurer rire, Sans Tam Tam, qui a écrit Le chercheur d'Afrique, Oui. Afrique avec S à la fin. Et ben, ce personnage a un style d'écriture, enfin cet auteur a un style d'écriture assez particulier, teinté de jeux de mots et d'ironie. Oui. Je prends un exemple. Dans ses romans, tout le monde sait ce que c'est qu'un voyou. Oui. En général, on le met toujours au masculin. Mais on va pas dire voyoute. Oui, On et dit des lui, fois. dans tout ce qu'il écrit, Oui. ou du moins aussi bien dans la narration que dans les chants, dans les dialogues avec les personnages, Oui. c'est voyelle. D'accord. Voyelle devient le féminin de voyou. Ah, d'accord. Ok. Tu vois. Donc il réinvente Oui. le sens premier de certains mots. Et ça m'a toujours frappé. Ça t'a questionné, en fait. Ça m'a émerveillé. Ah oui. Je D'accord. prends un autre exemple chez un écrivain africain, Oui. Sonny Laboutansi, qui lui qui est mort aussi, malheureusement, lui qui fait du théâtre. Et l'écriture chez Laboutansi Oui. me rappelle ce mélange de mysticisme, de folie, entre guillemets, de sang, de vaudou, tout ça fait un théâtre explosif pour jeter un regard critique et à la fois fictif sur la société africaine. D'accord. Donc ça rappelle quelque part l'écriture de Alejo Carpentier, qui lui est quand même latino-américain et qui a écrit aussi des histoires un peu merveilleuses, mystiques. Et dans mes écrits, dans mes fictions, si tu veux, il y a toujours une part de mysticisme, d'inexpliqué. Par exemple, un de mes romans a pour titre Une étoile dans une assiette. Donc je pense que tu vois le côté hyperbolique de ce titre et critique de ce titre. Comment faire descendre une étoile, dans une assiette. Oui. Donc on voit déjà que l'histoire va être abracadabrantesque, comme aimait dire Chirac, et que disait Rimbaud d'ailleurs. Et c'est ce lien que j'ai gardé avec l'Afrique, et avec la réalité haïtienne, avec le vaudou haïtien. Oui. Donc tu parles de lien que tu as gardé avec l'Afrique et par rapport à la culture haïtienne, au niveau de la langue créole. Alors il y a pour toi, ton avis, quel est le rôle de la langue créole et française qu'elle joue dans la construction d'une identité littéraire haïtienne contemporaine. Toi qui as participé justement la semaine dernière à ce salon du livre haïtien et qui a pu donc rencontrer d'autres personnes, voilà. Disons ce que je regrette, et moi le premier fautif par espèce de pusillanimité, je ne sais pas trop, par une espèce de crainte, Oui. je n'écris pas en créole. D'accord. J'écris en français, comme beaucoup d'Haïtiens. Même si mes personnages, dans leur dialogue, dans leur échange, pas forcément dans la narration, mais
oui, dans le dialogue, dans les échanges. Oui. Le français qu'il parle, c'est un français haïtien, Oui. d'une part, et teinté de créolisme. D'accord ? Un petit peu, on va dire, à la façon de Gouverneur de la Rosée de Jacques Romain. Oui. Et donc, cet aspect-là, j'ai oublié le fil de... Oui, je te dis, parce que je te disais, pour toi, le créole et le français, voilà. Quel apport ça peut amener dans la littérature haïtienne contemporaine? Oui, parce que je pense que si beaucoup d'auteurs haïtiens écrivent en français, c'est parce que le français permet une ouverture beaucoup plus large. D'accord. Au niveau du lectorat. Oui. D'accord. Mais ça ne peut pas être suffisant quand même. Parce qu'il y a quand même des Haïtiens qui écrivent en créole. Oui. Franck Etienne écrit en créole. En créole. Félix Morisseau-Leroy écrit en créole. Comment il s'appelle Magloire Saint-Aude écrit en créole. Alors, pour toi, avoir participé, puisque tu es à Paris pour ça, avoir participé à ce salon du livre, Oui, et ça fait combien d'années déjà que tu y participes? 2 ans. 2 ans, d'accord. Alors, fois. être venu une première fois, c'est déjà une démarche. Et revenir une deuxième fois, c'est une autre démarche. Et ça t'apporte quoi? Ça m'apporte déjà arriver à faire connaître mes productions. Oui, d'une ok, part. oui. J'aurais dû dire surtout, mis à part ça. Oui, Voilà. voilà. Et surtout, Oui. d'arriver à rencontrer des gens oui. dans toi. D'accord, Donc, oui. c'est comme Bien ça qu'on se sûr, rencontre. oui. Et alors, pourquoi est-ce que je ne participe aujourd'hui, enfin samedi et dimanche dernier, c'était uniquement ma deuxième participation, parce que le salon du livre se déroule en général à cette époque-là de l'année. Et jusqu'à présent, en général, d'accord. je ne suis pas là, je ne suis pas en France. Alors, mais pour toi, être dans des salons comme ça, qu'est-ce que ça peut apporter justement à la littérature haïtienne? De voir déjà la richesse, bon, ça je le savais, Ouais. mais de voir l'ampleur de cette richesse et l'engouement que ça suscite auprès des gens qui ne sont pas forcément haïtiens. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup et de jusqu'au monde. bout, hein. Oui. Jusqu'au bout, hein. C'est Et vraiment... je trouve cette année, il y en avait beaucoup plus que Oui, l'année dernière. encore plus. Ouais. Et oui, donc c'est, je vais dire une banalité, c'est, j'allais dire, encore une prétérition, mais je ne l'ai pas dit, j'allais dire c'est une fierté de voir autant de personnes de provenance diverses qui s'intéressent à l'histoire. À l'histoire, ouais. Ça m'a touché. Et d'après toi, quel est le mensonge le plus confortable que l'on raconte sur Haïti et que toi, tu refuses d'écrire? Il y en a tellement. Pour toi, il y a beaucoup de mensonges Oui. qu'on raconte sur Haïti. Rappelle-toi de l'époque quand dans les années 1981, le sida a fait son apparition. Oui. On disait que ce sont les 3 H qui ont apporté le sida. C'était héroïnomane, homosexuel et haïtien. Tu reçois ça dans la gueule. Tu te dis, mais attends, c'est quoi cette histoire démentielle? Mais beaucoup de gens étaient tombés dans ça, dans ce panneau-là. Dès que tu disais que tu es haïtien, oh là, des réactions complètement... un des mensonges. Et moi, je disais, un des mensonges sur lequel toi, tu refuseras d'écrire. Il n'y en a pas un qui te saute comme ça? Non, à part cette histoire de 3 H. Et puis la connerie de Trump, là, l'autre jour. Ah oui, ça c'est plus récent, oui. Qui mangent des chiens. Ça c'est encore plus récent. De quelle ville des États-Unis? Non. D'accord. Si tu veux. Oui. Je me sens imperméable à ça. D'accord. Je me sens vraiment imperméable à toutes les critiques qu'on peut faire sur Haïti. Haïti et Haïti, on ne peut pas, ce qu'Haïti a fait, on ne peut pas l'occulter. Je veux dire, il faut qu'on arrête. Donc moi, personnellement... En vivant loin d'Haïti, qu'est-ce que tu aurais jamais pu comprendre en y restant? D'après toi, est-ce que tu as compris beaucoup de choses en vivant loin d'Haïti? C'est une question
Mika, c'est une question Moi, je peux dire que... Mais je oui. mystique. Non, parce que... Oui, vas-y. Quand toi, on vas-y, vit, quand donne on la vit réponse. loin, Ta réponse. lorsqu'on vit loin du pays, tu vois, qu'on est parti depuis longtemps, moi je pense qu'il y a des choses que quand on vit là-bas, on n'aurait pas réfléchi à ces choses-là. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Et donc, Il d'après a toi, fallu partir et revenir pour voir. Voilà, pour pour comparer. voir que finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert qui est très difficile en Haïti, c'est la liberté d'expression déjà. Ben voilà, tu vois, tu as trouvé quelque chose. C'est la liberté d'expression, Ouais. aussi bien dans le cadre de la politique que dans le cadre dans le cadre sociétal. Oui. Donc c'est quelque chose. En fait, ce que je t'ai posé comme question, c'est qu'est-ce que tu as compris en vivant loin d'Haïti que tu n'aurais jamais pu comprendre en y restant. Que la liberté d'expression, Ouais. c'est une banalité, c'est une bonne chose, pour parler Ouais. très simplement. La liberté d'expression, puisque en Haïti, j'aurais toujours été bridé par cette liberté d'expression. Liberté d'expression sur la sexualité, sur la politique, sur la religion, etc. Le fait d'avoir vécu hors d'Haïti et d'avoir saisi cette liberté d'expression Hors d'Haïti et dans plusieurs pays, en dans fait. plusieurs pays. Ouais, c'est ça. Ça m'a permis de voir comme les Haïtiens qui n'ont pas l'opportunité de quitter Haïti, comme ils peuvent être pris dans un carcan. Ah bah tu vois, voilà. Pris dans un carcan dont ils ne peuvent pas s'échapper Oui. autant que ça. Ouais, l'empêchement d'évolution. Voilà. Et au fond de moi, ça me fait mal. D'accord. Ils Ouais. n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Ben, qu'on n'arrive pas à instaurer ça, la chance de pouvoir avoir ça dans nos pays, en fait. On n'est pas, qu'on ne soit pas obligé de partir, qu'on puisse évoluer dans nos pays, sur nos terres. Oui. Hein? Et il y a une chose qui m'a toujours, qui existe toujours en Haïti, c'est ce soi-disant mépris, entre guillemets, que certaines classes sociales haïtiennes Oui, apportent ou portent à la paysannerie. oui, d'accord. Et d'ailleurs, tout ce qui est hors de Port-au-Prince, on dit en créole, dès que tu quittes Port-au-Prince, on va en dehors. D'accord. Donc, ce qui veut dire que le centre, Oui, c'est Port-au-Prince. c'est Port-au-Prince. Et toute personne qui est hors de Port-au-Prince, c'est comme la personne était en dehors de la civilisation. C'est le terme créole ici, D'accord. en Haïti, pour Oui. dire tu vas à la campagne, va en dehors. D'accord. Écoute, oui, vas-y. Non, et j'allais dire, il a fallu que je quitte Haïti pour percevoir Ah, bah tu vois. ce regard critique. Tu vois que ma question de n'est pas mépris. forcément si philosophique que ça. Oui, Parce que oui. je pense qu'on est à peu près tous dans ce questionnement. Oui. Oui, questionnement de... Voilà. On arrive à la fin de notre première conversation, on en aura d'autres. Hein. Oui, un petit peu. Et je vais te poser cette question. Si un lecteur ne devait retenir qu'une seule blessure ou une seule lumière de ton œuvre, laquelle souhaiterais-tu lui laisser? Une seule blessure. Ou une seule lumière de ton œuvre, laquelle tu aimerais? L'humour permet de dire les choses avec beaucoup de recul. Qu'en lisant mes livres, qu'ils comprennent que souvent les phrases, aussi bien du narrateur dans la narration que dans la fiction, sont souvent à double sens. D'accord. Il faut les lire de plusieurs façons. Avoir cette plasticité d'esprit pour voir ce que toi, lecteur, tu lis dans mes romans, gratte un petit peu. Voir avec quel esprit cela a été dit. Prends du recul par rapport à ce que tu as au dit. sens littéral du mot et à son sens idiomatique. D'accord. Et à son sens imagé. Et je crois que
En lisant mes ouvrages, je ne parle pas de la structure narrative, parce que la structure narrative n'est jamais monocorde, elle est toujours plurielle, qu'il voit que je m'amuse beaucoup. Je prends plaisir à écrire. D'accord. Donc il faut que le lecteur ou la lectrice doit prendre plaisir à lire. À lire et à ne pas le prendre au sérieux. D'accord. Je veux dire, les 3 romans ont pour titre, l'un c'est L'inconnu familier, quelqu'un qui est de ta famille, mais c'est aussi un inconnu, l'inconnu familier. Ça se déroule au Bénin. C'est un Haïtien qui porte un nom qu'il croit haïtien, mais arrivé au Bénin, il découvre que c'est un nom béninois. Donc, d'accord. Et l'autre livre, c'est Une histoire dans une assiette. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce titre, Une histoire dans une assiette? Une étoile. Une étoile. Oui. Mais une étoile dans une assiette, ça peut être très imagé aussi. Hein. C'est imagé. Oui. Tu connais l'origine de cette expression, mais je crois que beaucoup d'Haïtiennes ne connaissent pas. Oui, mais non pas haïtienne, alors donc pas qu'on est lit. Ou pas qu'on a rien. Non, c'est pas ça, parce que c'est souvent, dans mon enfance en Haïti, à Paraplument, c'était une boutade. D'accord. Quand quelqu'un mentait tellement, il racontait d'histoires à dormir debout. D'accord. Et on lui disait, mais dis donc, toi, Mika, ou toi, Pierrot, Alain Negmenti, tu serais capable de nous faire descendre une étoile dans une assiette. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. C'est une hyperbole terrible. Eh bien, écoute, on va garder cette petite parole-là et je te dis au revoir et on rediscutera. On prend l'habitude maintenant. Voilà, ce n'est que la première fois. Il faut une première à tout. Oui, une première à tout. Merci beaucoup, je te remercie aussi, Mika, et de m'avoir fait aussi découvrir ce lieu. Oui, chez Diaspora, et on vous invite à venir. Merci d'avoir ouvert ces portes avec nous, Pierre. Nous refermons l'entretien ici, mais tes mots, eux, continuent de résonner pour nous. À vous autres, merci de votre écoute. Continuons à partager de belles énergies sur le rythme indien de Goa, notre musique générique. Suivez-nous sur le hashtag Lire de toutes les couleurs. Croyez en vos rêves et surtout faites des bêtises. Ouvrez des livres. À bientôt, en belle Thibaut, Mika.